Donc bonjour à tous, merci beaucoup. Donc en 10 minutes, on va faire un petit tour, un petit voyage. En fait, comme Monsieur Lamy l'a rappelé hier, la sécurité alimentaire est vraiment importante dans les contextes, dans tout contexte, mais en particulier pour les petites économies. Nous avons créé alors, je vais expliquer ce que c'est que le Rahoui quand même, mais nous avons créé ce centre qui est une collaboration en fait entre le CRIOB, l'Université de Santa Barbara, l'UPF, notamment le département linguistique, pour, si vous voulez, mettre à la disposition des communautés locales des outils de gestion des pêcheries, mais basés d'abord, dirigés par les communautés elles-mêmes. Alors, petit rappel, le Rahoui, c'est en fait un interdit, comme le disait M. Tongsong ce matin. C'est un interdit, voilà, qui est présent pas dans tout le Pacifique, uniquement dans le triangle polynésien depuis Hawaï, Rapa Nui. Donc c'est une institution, un concept même pour le Rahoui. Là en dessous, vous avez les protoformes de Rahoui dans différentes langues, mais c'est à peu près illisible, mais ça veut à peu près dire interdit. Et pour simplifier, autant le tapu est un interdit sacré, dont les hommes ne sont pas à l'origine, ce sont les dieux qui posent les tapous, autant les Rahoui, c'est bien les communautés humaines qui les posent. Donc c'est une pratique millénaire de gestion. Alors c'est un interdit qui est temporaire sur un territoire ou une ressource. Quand on dit temporaire, tout est relatif dans le monde polynésien. Le dernier Rahoui connu au 19e siècle, c'était 30 ans. Mais vous avez des Rahoui sur les crabes qui durent 6 mois, ouverture 6 mois, fermeture, etc. Là, l'idée, c'est de vous présenter quelques études de cas assez rapidement, mais pour montrer que, indépendamment des contextes, avec dans une île très touristique comme Bora Bora, dans une île très tournée vers la pêche comme Arutua, Rangiroa, des atolls, ou dans d'autres contextes, en fait, c'est une coutume qui est suffisamment flexible et qui est bien comprise par les populations locales et qui, du coup, s'avère assez efficace en termes de gestion et de durabilité. Voilà. Alors, ça, je l'ai déjà dit, c'est un travail interdisciplinaire. Grosso modo, c'est aider les communautés locales à la gestion des pêcheries pour préserver les écosystèmes. Ce qu'on sait, alors, on a une méthodologie en 6 étapes. Notamment, la deuxième étape, c'est vraiment l'engagement des stakeholders. Alors, c'est rigolo parce que quand vous traduisez engagement, engagement, en tahitien, en fait, le mot qui vous vient à l'esprit, c'est fifi. Or, fifi, ça veut dire difficulté, problème. Donc déjà, vous voyez la difficulté, justement, déjà de traduction. Quand on veut parler d'implication, de participation des acteurs. Voilà. Donc, en général, alors, ça peut s'arrêter à l'étape 2, d'ailleurs. Donc, c'est pas obligé que ça aille jusqu'au bout. Ok, on travaille sur différentes îles, en fait sur 14 sites, 2 zones. En fait, la zone historique, c'est vraiment Tiopo, c'est là où on a commencé il y a 12 ans. On a élargi avec Tautira, mais on travaille aussi sur des zones urbaines, ce qui est vraiment intéressant, des Rahoui en zone urbaine, en l'occurrence la Paea. L'île de Bora Bora, on vous l'a montré ce matin, Moorea un petit peu. Voilà, et aussi au Tuamotu essentiellement. Alors pourquoi Tikehau, Rangiroa et Arutua? Parce que ces 3 îles à elles toutes seules, moi il en manque une, c'est Raraka, mais ces 4 îles à elles toutes seules, c'est 60% du marché du poisson frais qui arrive sur le marché urbain. Donc ça nous paraissait être une priorité. Hikueru, parce que là c'est les Tuamotu du centre, donc c'est une petite communauté, 179 personnes. Mais parce qu'il y avait des questions, voilà, c'était un lagon fermé qui est devenu un lagon ouvert. Donc on voulait voir l'évolution en 20 ans de la pêcherie dans ce type de lagon. Alors l'exemple de Bora Bora, donc je ne vais pas m'attarder parce que le maire nous l'a un peu présenté ce matin, y compris via son film. Mais grosso modo, c'est des consultations de population avec... l'idée, en fait, les Rahoui, alors je commence par ça quand même. Dans la littérature, dans le Pacifique, quand on fait la bibliographie, aucun Rahoui ne fonctionne en réalité. Ni aux îles Cook, ni à Fidji, ni à Samoa, et en fait, c'est pas les scientifiques ou les ONG qui en sont à l'origine, c'est vraiment les communautés locales, mais ils ne fonctionnent pas
parce qu'il n'y a pas de gestion des ouvertures. Le principe étant une fermeture temporaire, donc une ouverture. Or, au moment de l'ouverture, quand vous n'avez pas de gestion des quotas, des techniques, quand vous n'avez pas de gestion des techniques, en fait, c'est un vrai massacre. Et on en a des exemples ici aussi, en Polynésie. Et donc, l'idée, c'est de dire, puisqu'on sait que ça ne fonctionne pas, alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que la démographie a beaucoup augmenté, c'est parce que les techniques de pêche se sont énormément modernisées. Mais puisqu'on sait ça, comment on fait? Comment on pratique une coutume ancestrale, mais dans un contexte moderne? Donc l'idée, c'est de prendre en compte cette diversité d'acteurs et de décider et d'élaborer avec eux de nouveaux modes de gestion. Donc c'est assez classique, hein, un suivi écologique de l'ensemble du lagon. On fait aussi des consultations là avec les linguistes de l'université, où on veut un peu documenter la pêche hier, aujourd'hui et demain. Et puis des suggestions qui sont faites aux pêcheurs locaux et à la municipalité. Ça a donné ça, le sud de l'île. En fait, c'est une zone c'est un des rahuis les plus complexes qu'on ait eu à mettre en place jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une zone qui est complètement fermée au sud de Bora Bora. Les deux zones en blanc, qui sont des zones de spillover, c'est là où, par effet de débordement, les biomasses augmentent. Mais aussi, c'est pour répondre à ce que les Tahitiens appellent le horora aia, c'est-à-dire de manière saisonnière, les poissons vont tous se regrouper autour des passes pour la reproduction. Donc il y a des moments temporairement où il ne faut pas, justement juste avant la reproduction, où il faut protéger ces zones-là, protéger la passe au moment de la reproduction, donc plus aucune activité possible, et ensuite protéger le littoral à cause des nurseries. Donc vous voyez, c'est à la fois complexe en termes de design, mais c'est très bien compris par les pêcheurs locaux, puisque ça fait partie de ce qu'ils ont observé de tout temps. Un autre exemple, c'est Paia, je vous en parlais, en zone urbaine. Donc là, pareil, la problématique n'est pas... Ce que je vais vous montrer, c'est la diversité des contextes. Ici, en zone urbaine, on est dans des populations qui habitent essentiellement sur le littoral, qui sont un littoral densément peuplé, avec donc des pressions qui sont importantes, mais pourtant, avec une volonté de protéger leurs ressources, et notamment sur le sud de la commune de Paia, donc avec un système de gestion qui consiste à fermer une zone et à gérer l'ouverture lorsqu'ils le souhaiteront. Je passe là on est sur la commune de Tautira, donc la presqu'île de Tahiti. Alors ça, c'est un rahui extrêmement intéressant parce que donc les mêmes étapes, hein, un suivi écologique, des consultations, avoir les idées des gens. Mais en fait, on a inventé, les pêcheurs de Tautira ont inventé là-bas un rahui extrêmement intéressant avec une zone de réserve qui est au milieu, qui est fermée, mais qui est fermée à vie, et avec une zone A et B qui vont ouvrir ou fermer en pensant que les effets spillover vont avoir des effets sur les zones 1 et 2. Ils ont prévu, donc c'est fermé. Alors, à chaque fois, en fait, ça marche très bien quand on ferme. On a des biomasses qui augmentent, mais vraiment qui augmentent. On passe à Teopo de 40 kg de poissons pour 1000 m², de poissons commercial, à 400 kg en l'espace de 3-4 ans. Là, en l'occurrence, pour Teopo, on a doublé la biomasse dans l'ensemble de la zone. La difficulté, ça va être l'ouverture. Et donc, un des enjeux, c'est vraiment d'accompagner les pêcheurs et les acteurs à la gestion de l'ouverture pour qu'on ne retombe pas en zone rouge, mais qu'on reste en zone verte même pendant l'ouverture. Et à la deuxième fermeture, on profite des effets des efforts qui ont été faits pour éviter, pour augmenter encore les tailles et les poids des poissons. Oui, donc ces hommes de carte, voilà, en 2018, ils l'ont fermé. En 2021, voilà ce que ça donne. Donc les couleurs représentent en fait les couleurs représentent les tailles, les poids, les tailles des poissons, et la taille des cercles représente
représente le nombre, enfin l'abondance. Et donc, tant que c'est fermé, ça va. Le problème, ça va être d'ouvrir. Dernier exemple. En fait, je pensais qu'il n'y avait que 3 exemples, mais donc c'est le dernier. C'est Arutwa Otoamutu. Si vous voulez, là, le problème, c'est pas nous qui l'avons mis en place, cette zone protégée, c'est la DRM, la Direction des ressources marines, mais c'est une des zones les plus vastes dans un atoll, c'est 19 000 hectares sous protection. La problématique de Arutwa, c'est que c'est une zone, c'est à peu près en haute saison, c'est 10 tonnes de poissons exportés par semaine. Donc, un des problèmes, ils ont bien une zone protégée qui ne touche pas. En revanche, tout le poisson est capturé dans la passe, qu'on ne voit pas. Mais enfin, que je pointe, mais tout le poisson est capturé dans la passe. Et l'idée avec eux, c'est de mesurer les poissons qui peuvent exporter et en dessous d'une certaine taille, éviter, donc les relâcher, puisque c'est des poissons qui sont capturés dans des parcs à poissons. Alors, comment on fait ça ? C'est simplement, voilà, ça donne une idée des parcs à poissons de Arutwa, donc comment ils sont capturés, avec l'ensemble des pêcheurs. Et comment on fait ça? C'est simplement en mesurant, on a sélectionné avec eux 5 types de poissons qui pensaient être les plus importants, soit en termes de revenus commerciaux, soit en termes de symboles culturels. Et en fait, on regarde la maturité sexuelle de chacune des espèces. Et donc, à la fin, l'outil de gestion, il est extrêmement simple. C'est un bout de bois qui fait cette taille, avec les marques en disant un perroquet en dessous de 25 cm, il n'a pas atteint la maturité sexuelle. Un poisson avec une corne, je ne sais pas comment ça s'appelle, un houmé, bon, lui, c'est 40 cm. Ça, c'est des données qu'on a accumulées dans le Pacifique central. Mais pour la Polynésie orientale, on n'a pas ces données. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail avec eux à Arutwa et Rangiroa. Voilà, alors, je dis tout ça parce que les rahuis qui fonctionnent, c'est des rahuis qui, dont l'ouverture sont gérées. En fait, on a un excellent exemple, c'est Rapa. Quand ils ouvrent 2 heures, c'est une autre manière de dire on gère des quotas, puisqu'ils limitent le temps d'ouverture. Quand une île comme Wahine gère un rahui sur les crabes et qui disent on limite à 1 pot d'escrime par famille, c'est une gestion de quotas. Et en plus, quand à ça, on rajoute, lors de l'ouverture, interdiction des filets, interdiction de la pêche de nuit, interdiction, enfin tout un ensemble de règles que les pêcheurs acceptent eux-mêmes, à ce moment-là, on a des chances d'avoir des rahuis qui fonctionnent bien. L'objectif final, c'est bien d'assurer la sécurité alimentaire dans les 5 prochaines années en développant des réseaux de rahuis dans l'ensemble des îles de la Polynésie. Merci beaucoup.